Ok, cette vidéo, ça va être la suite du concept où j'analyse des réels Insta qui parlent de vente pour pouvoir donner mon avis sincère dessus, savoir si oui ou non c'est des choses que vous pouvez appliquer en appel, et si c'est pas le cas, bah, qu'est-ce que vous devez réellement faire à la place. Donc on est directement parti. Il y a deux types de personnes. Il y en a une qui va à la salle de sport, qui justement travaille correctement, qui dort correctement et qui mange correctement. Il y a une autre qui va peut-être s'entraîner correctement, mais qui va manger des tartines de Nutella à longueur de journée. Et je m'intéresse à la tartine de Nutella comme confort. Qui des deux personnes, tu penses, est plus susceptible de réussir? Mais ceux qui ne mangent pas, du coup. Pourquoi? Bah, parce que pour avoir des résultats, du coup, faut bien manger, il faut en musculation, c'est la base. Donc toi, tu vas avoir ton six-pack, tu vas avoir tes biceps. Mhm. Quand je dis ça, c'est 10 cas par mois. On Mhm. se comporte pas comme un gros porc qui mange des tartines de Nutella tous les jours. Bah non, du coup. Forcément, tu les auras pas. Bah non, mais c'est ce que tu fais. Mhm. Ok, en fait, ce serait mentir de vous dire que ce qui est dit dans cette vidéo, ça va marcher ou ça va pas marcher. C'est vraiment une question de feeling par rapport au genre de prospect que vous avez face à vous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préféreront être bougés de cette façon-là, c'est-à-dire que vous les challengez véritablement, ça leur fera se dire ah ouais putain il a raison, là je me dis de la merde, bah go je fonce, je vais avec lui. Par contre pour certains prospects, bah au contraire ils le prendront mal et ils le prendront pas entre guillemets avec l'ego parce qu'ils n'ont pas confiance en eux et ça les triggerera et ça vous fera perdre la vente si vous faites ça. Certaines personnes, oui, ce sera bien. Pour d'autres, il faudra y aller, entre guillemets, de manière plus délicate. Bien évidemment, mettre le prospect face à ses propres incohérences, c'est la meilleure chose à faire. Mais il y a une question de forme, comment est-ce que vous le faites? Et ça dépend du profil que vous avez en face de vous. Là, pour le coup, même si vous avez un profil rouge, bon, je n'ai pas tout le contexte de la vidéo, mais la meilleure des choses à faire quand vous voulez mettre le prospect face à ses propres incohérences et que vous faites un parallèle, c'est de faire un parallèle qui lui parle. Là, je ne sais pas, j'ai pas le contexte, mais peut-être que le prospect, réellement, la musculation, c'est quelque chose qu'il pratique. Si c'est pas quelque chose qu'il pratique, là, il parle d'un truc qui lui parle absolument pas. Donc, quand vous faites un parallèle comme ça, assurez-vous que c'est vraiment quelque chose qui est dans la vie de votre prospect. Exemple, moi, j'étais en appel une fois avec un prospect et il m'avait sorti une objection du type oui, si je le fais accompagner et que j'y arrive pas par moi-même, que j'y arrive en le faisant accompagner plutôt qu'en le faisant seul, bah, j'aurais l'impression que je serais pas autant méritant que si je l'avais réussi par moi-même. Donc, j'ai fait un parallèle avec ses études parce que je me souviens, il faisait des études. Je lui ai dit, ok, donc toi actuellement, tu fais des études, non? Oui, ok. Est-ce que quand tu vas dans le cours avec un professeur, c'est lui qui te retransmet son savoir? Oui, ok. Est-ce que du coup, le fait que ce professeur-là, il te retransmette son savoir à partir des plusieurs années d'expérience qu'il a et les années d'études qu'il a faites, ça fait en sorte que tu es moins méritant d'apprendre ce qu'il te transmet? Ou est-ce que bah, c'est simplement normal parce que c'est plus facile d'apprendre du savoir quand quelqu'un te le transmet plutôt qu'en cherchant toi-même à partir des milliers de bouquins qu'il y a sur le sujet? Est-ce que ça fait en sorte que tu es moins méritant? Là, il va me dire, ah non, c'est sûr que tu as raison, non, ça fait pas en sorte que je suis moins méritant. Ok, pourquoi est-ce que ça fait pas en sorte que tu es moins méritant? Ah, bah parce que c'est normal, ça me permet juste de faciliter, d'apprendre plus facilement les choses et d'avoir des résultats plus facilement. Ok, donc selon toi, c'est quoi le parallèle que tu peux faire à ce niveau-là avec le business? Ah bah t'as raison, c'est ben... Voilà, bref, après s'il part dans une autre trajectoire, il y a d'autres moyens de traiter, mais une fois que vous arrivez à faire un parallèle entre la croyance que vous voulez transmettre et un truc qui parle à la vie du prospect, dans la vie du prospect, bah, c'est beaucoup plus simple du coup de lui transmettre la croyance que vous voulez lui transmettre. Donc voilà par rapport à ça, et le truc aussi c'est que là il y a un peu de confrontation qui est présente. Votre prospect, vous devez le mettre face à ses propres incohérences, et plus il aura l'impression que la réponse vient de lui-même, mieux ce sera. On est toujours plus réceptif quand on se rend compte que c'est nous-mêmes qui nous sommes trompés plutôt que quand c'est quelqu'un d'autre qui nous fait nous rendre compte qu'on s'est trompé. Vous voyez? C'est-à-dire que quand c'est quelqu'un d'autre qui nous fait nous rendre compte qu'on s'est trompé, ben on peut avoir un peu de ressentiment vers ces personnes-là, etc. Alors que juste quand vous posez des questions à votre prospect et que vous arrivez juste à le mettre face à ses propres incohérences, que c'est lui qui s'en rend compte à partir des questions que vous posez, bah ça va être beaucoup plus simple pour lui après d'ancrer la nouvelle croyance que vous voulez lui ancrer et donc après faire en sorte qu'il vous suive. C'est là où en fait on dit que le prospect s'auto-close. Si vous êtes dans le closing, vous avez déjà entendu cette phrase-là, c'est pas vous qui closez le prospect, c'est le prospect qui s'auto-close. C'est totalement vrai. Vous posez les questions simplement pour emmener votre prospect à un certain cheminement de réflexion qui fait qu'il va en créer une certaine croyance. Donc votre but à vous, c'est d'orienter le truc. Donc voilà pour ce réel-là. C'est quelque chose qui peut être fait, mais encore une fois, ça peut être fait de la meilleure façon. On va directement passer au prochain réel. Pas besoin de script, ça sert à rien. Pour moi, si tu poses plein de questions, ça va te sortir de ton appel. Tu comprends parce que... Ouais. Et après, j'essaie de réfléchir comment je vais faire. Mais par exemple, là, on lui a refait son script. Là, on est à l'écoute de Paul demain. Mais son script, il est très court. Il y a peut-être 2 pages, quoi. Max. Bah, c'est les grandes lignes en fait. Pas besoin de script, ça sert à rien. C'est vraiment réel ce qu'il vient de dire là. Il n'y a tellement pas besoin de script. Et en fait, ce qu'il disait, au-delà de juste poser plein de questions, ça va te sortir de l'appel, c'est que quand tu penses aux prochaines questions que tu vas poser à ton prospect parce que tu penses à ton script, tu es beaucoup moins focus sur ce qu'il va te dire lui. Donc, tu es beaucoup moins humain dans ta vente. Tu ressembles un petit peu à un robot, ChatGPT, genre on dirait que tu es programmé pour dire une certaine phrase à un certain moment. Et aussi, tu seras beaucoup moins attentif aux potentielles objections qui va te sortir. Et simplement parce que tu as suivi un script, à la fin, tu peux te retrouver avec une objection que tu n'as pas décelée, que tu aurais pu déceler si tu n'avais pas de script et si tu étais plus attentif sur ce que disait ton prospect. Donc voilà, vraiment en fait l'intérêt pour moi de suivre
entre guillemets un script, un petit script au début, c'est juste d'ancrer plus facilement certaines questions et un schéma de questions qui va t'aider par la suite à formuler tes propres questions à partir des croyances que tu veux transmettre. Moi, c'est à ça que ça m'a aidé un script. Bon, en vrai, j'ai suivi des scripts pendant assez longtemps parce que j'avais pas vraiment la bonne piste que, ok, ça sert à rien les scripts, mais en fait, c'est vraiment dans quoi ça m'a aidé, je me rends compte aujourd'hui, c'est formuler les bonnes questions. Tous les trucs de est-ce que tu préfères ça ou est-ce que tu préfères ça, pas les questions à la con du type sur une échelle de la 10, ça marche absolument pas, mais les questions de vraie vente qui permettent de faire se rendre compte au prospect de ses incohérences. Tout ce genre de questions-là, je les ai appris à partir de scripts. Donc oui, les scripts, ça marche pas dans vos appels. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça vous apprend à avoir des cheminements de questions que après vous pouvez vous-même adapter par rapport aux croyances que vous voulez transmettre. Après, c'est là où vous pouvez formuler vos propres questions, etc. Donc voilà par rapport à ce réel-là. On va passer directement au troisième que j'ai sélectionné, ça va être le dernier de cette vidéo. À aucun moment, on est là pour vendre quoi que ce soit. Nous, on est juste là pour faire un diagnostic complet, faire mettre des mots MODS sur des mots MAUX, on fait parler notre prospect, on fait monter son niveau de conscience, et à la fin du rendez-vous, on lui dit, soit je peux t'aider, soit je peux pas t'aider. Ça dépend encore une fois de l'échange que vous avez eu. Si je peux t'aider, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, bah écoute, je pense complètement que je peux t'aider. Ce que je te propose, c'est qu'on se conduise un rendez-vous en visio pour que je puisse prendre le temps de t'expliquer le plan d'action que je peux mettre en place pour toi. Est-ce que c'est OK? À votre avis, combien de personnes vont dire oui, c'est OK après avoir engagé une conversation et passer 30 minutes de diagnostic ou 15 minutes de diagnostic avec vous? Ouais, quasiment 100%. Et si jamais c'est pas le cas, c'est très bien. Ça veut dire que le prospect n'est pas qualifié. À aucun moment, on est là pour... Je suis pas d'accord avec ce réel pour le coup parce que c'est beaucoup trop bridé, c'est beaucoup trop une vision micro de la vente et pas assez macro. C'est-à-dire que là, ce qu'il dit, c'est que un objectif d'un R1, c'est ça, on fait ça dans le R1, mais en fait, c'est juste une question de feeling. Qu'est-ce que vous ressentez dans un R1? Il y a des gens que vous pouvez très bien closer uniquement en R1, il y a des gens qui préfèrent closer en R1, R2, il y en a même, ils préfèrent R1, R2, R3, et ça leur réussit très bien, c'est beaucoup plus rentable pour leur entreprise que juste de faire R1 ou R1, R2. Donc en fait, c'est une question de feeling. Maintenant, le truc de dire qu'à la fin d'un R1, on doit programmer le R2 dans le sens de voilà le plan d'action que je vois pour toi, maintenant viens, on voit si on peut l'appliquer ensemble, etc. C'est pas bon. Si vous voulez programmer R2, vous devez être très clair sur l'objectif du R2, qui est que oui, on va voir si je peux t'accompagner dans ce R2 là. Et encore moi, c'est pas comme ça que je cadre mes appels. Généralement, dans le R1, quand je fais le diagnostic, logiquement, la personne est prête à recevoir une solution. Donc c'est là où je commence à parler de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place en théorie en termes d'offres, et là où je sonde sa mentalité, comme ce que je vous expliquais dans la partie 1, c'est là où après je sonde sa mentalité vis-à-vis de se faire accompagner, je traite toutes ses objections en amont, je traite aussi toutes ses objections vis-à-vis du montant qu'il est prêt à investir, et en fait je programme le R2 dans le sens de viens enfin R2, je vais réfléchir exactement à l'offre, comme ça on pourra démarrer dans les meilleures conditions. Et le prospect doit être dans sa mentalité, il doit être en mode ok, je viens sur le R2 parce que je sais que je vais avoir une offre et je suis prêt à démarrer sur cette offre si la solution me correspond. Étant donné que dans tout le R1, cette personne-là m'a montré qu'elle était la bonne personne, qu'elle avait compris mes problèmes, elle a traité mes objections, etc. Donc maintenant, j'attends juste de voir l'offre et si l'offre me correspond, je démarre. Voilà en gros comment moi je clôture mes R1 et à quelle mentalité mes prospects viennent sur le R2. Ce qui fait que sur le R2, j'ai quasiment jamais d'objections, soit des trucs très minimes du type est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois, etc. Mais jamais des big objections. Donc voilà, et n'ayez pas honte d'instaurer ce truc de vente, de dire sur le R2, oui, je vais te proposer une offre. Et en fait, les gens n'ont pas un problème avec le fait d'acheter quelque chose ou avec le fait qu'on leur propose une offre. La vérité, c'est de qui est-ce que ça vient. C'est comme n'importe quoi dans la vie. Si vous avez quelqu'un en face de vous en qui vous n'avez absolument pas confiance, qui vous dit prête-moi de l'argent, vous n'avez pas envie. Par contre, si c'est quelqu'un en qui vous avez confiance qui vous dit prête-moi de l'argent, là, vous allez lui prêter de l'argent. Donc tout est une question de qui est-ce que ça vient. Vous ne pouvez pas programmer un R2 de toute façon si le prospect il n'a pas confiance en vous. Donc R1, c'est là où toute la confiance se gagne avec tout ce qui est processus d'audit, etc. Aussi, sondez la mentalité de votre prospect vis-à-vis de l'investissement, vis-à-vis de l'accompagnement. Comme ça, quand vous arrivez sur le R2, vous avez juste à proposer votre offre. Le prospect, s'il a par exemple des fonds à débloquer entre le R1 et le R2, il l'a fait. Et comme ça, sur le R2, on démarre avec virement, contrat, tout est clean. Et puis voilà, c'est good. Voilà. Mais encore une fois, vous ne faites pas de proposition d'offre dans le R1. Enfin, après, ça dépend de comment est-ce que vous closez, comme j'ai expliqué. Mais si vous faites R1, R2, vous ne faites pas de proposition d'offre dans le R1. Ça reste de la supposition. C'est pas je te pitch mon offre et on démarre. Non, c'est si j'avais une solution. On reste dans la supposition. Le R2, oui, c'est je pitch l'offre, mais parce que le prospect est déjà prêt à démarrer. Vous voyez? Parce que de toute façon, le prospect, il ne démarrera jamais sur votre offre. Il achète le quoi? Il n'achète pas le comment. Donc, j'ai jamais vu quelqu'un de plus convaincu après avoir partagé une offre, après avoir pitché une offre qu'avant. L'offre, c'est le tout dernier détail. Dans mes appels de vente, je parle littéralement pendant 5 minutes de comment est-ce que je vais accompagner le client. Et sinon, 90% du temps, c'est identifier ses problèmes, quels sont aujourd'hui tes freins dans ton business, identifier en gros via l'audit, et après sonder sa mentalité vis-à-vis d'investir en lui, traiter ses objections en amont, etc. etc. Et vraiment 5-10% du temps, le dernier, c'est tout ce qui est partager l'offre, tout ce qui est virement, tout ce qui est contrat, et puis voilà. Donc voilà par rapport à cette vidéo-là.
Ne soyez pas dans cette optique-là d'être entre guillemets furtif, d'être un vendeur qui n'est pas très clair sur l'objectif du R2. Je te dis comment on va appliquer ce plan d'action-là, mais d'un autre côté, ce sera aussi l'occasion pour moi de vendre l'offre. Non, soyez très clair avec votre prospect et encore une fois, s'il a confiance en vous, il sera prêt à faire ce R2. Voilà pour cette vidéo. En fait, il y a un truc aussi que j'identifie, c'est peut-être que par exemple le dernier réel que j'ai envoyé, il était entouré de tout un contexte que je n'ai pas et il expliquait ça dans un contexte précis. Mais là, vis-à-vis de ce que je viens de voir dans le réel, bah, c'est pas un truc que je vous conseille d'appliquer, sinon vous allez être juste comme tous les closers du marché et vous allez avoir de mauvais résultats. Donc il y a aussi ce truc de Instagram, des fois on n'a pas totalement le contexte, mais en même temps c'est la responsabilité de la personne. Elle sait que quand elle poste, bah, il doit y avoir du contexte ou non, et s'il n'y a pas assez de contexte, bah, elle doit s'attendre à ce qu'il y ait des gens qui réagissent d'une certaine façon. Donc voilà pour cette vidéo. Rejoignez le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. J'y partage quasiment tous les jours de la valeur, surtout en ce moment des vocaux où littéralement j'explique un concept de la vente, même du business, de la création de contenu, etc. Et à la fin, je vous donne une action concrète à appliquer dans votre business. Littéralement, il n'y a pas un monde où vous restez 30 jours dans ce canal-là et où vous n'avez pas plus de résultats dans votre business. Enfin, c'est littéralement impossible vu toute la valeur que j'apporte. Moi, je vous dis à tout de suite dessus et à la prochaine pour une autre vidéo.